Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Cette vidéo est destinée à commenter les corrigés concernant d'une part les révisions du chapitre 17 sur les sociétés d'exercice libéral et 18.1 sur les sociétés civiles de droit commun, et d'autre part une deuxième vidéo sera l'occasion de faire un point sur les exercices sur les sociétés civiles particulières, SCI et sociétés civiles de moyens. Concernant les révisions des chapitres 17 SEL et 18.1 Société civile de droit commun, vous aviez deux séries de questionnements. Grand 1A, les sociétés d'exercice libéral. Première question, à quel professionnel s'adresse la SEL? Sous quelle forme juridique peuvent-ils exercer? Il fallait donc ici parler des professions libérales réglementées, comme des professions médicales de santé, des professions techniques, des professions juridiques et judiciaires. Et donc, ces professionnels qui souhaitent exercer leur activité sous forme de société commerciale peuvent choisir depuis le 31 décembre 1990 la société d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme, par action simplifiée, en commandite par action. Attention, l'activité de ces sociétés commerciales par la forme est donc bien civile. Deuxième question. Quelle est l'étendue de la responsabilité financière des associés des sociétés d'exercice libéral? Donc là, comme vous le savez, il faut distinguer la responsabilité professionnelle et la responsabilité patrimoniale. Responsabilité professionnelle, donc chaque professionnel va être personnellement et indéfiniment responsable des conséquences financières négatives des actes professionnels qu'il pourrait accomplir, et la SEL est solidairement responsable avec lui. Quant aux autres dettes, donc les dettes hors professionnelles, tout dépendra là de la forme juridique choisie. Responsabilité limitée pour les CELAR, les CELAFA ou les CELAS, responsabilité illimitée pour les commandités des CELCA ou les sociétés en participation d'exercice libéral. Question 3. Quelles sont les caractéristiques de constitution d'une SEL au plan du fond et de la forme? Vous connaissez la question concernant le nombre d'associés. 1, 2, 4. Concernant le montant du capital social qui dépend de la forme juridique, concernant également les formalités de publicité supplémentaires en dehors de l'immatriculation au RCS, il s'agira d'être inscrit au tableau de l'ordre professionnel ou d'être agréé, et d'être agréé. Donc il peut y avoir un ordre professionnel pour rappel, ou bien un office public. Question 4, des non-professionnels peuvent-ils participer au capital de la SEL? Donc vous avez cette réponse sur le bout des doigts maintenant. Donc pour certaines activités, avocats, notaires, professions juridiques, judiciaires, c'est interdit. Pour d'autres, ce pourcentage peut varier de 25% du capital des droits de vote dans les professions de santé jusqu'à 49% par exemple pour les experts comptables. Question 5, dernière question sur la SEL. Quelles sont les règles de fonctionnement d'une SEL? Donc, vous savez que le ou les dirigeants doivent être associés exerçant au sein de la société leur profession. Concernant les décisions collectives, vous savez aussi que la majorité du capital et des droits de vote doit être entre les mains des associés qui exercent leur profession au sein de la structure. Par ailleurs, eux seuls peuvent voter les décisions relatives au fonctionnement de leur pratique professionnelle. À titre d'exemple, seuls les professionnels en exercice pourront approuver les conventions réglementées concernant les SEL si ces conventions concernent les conditions d'exercice de leur profession. Grand 1.b, après les SEL, question sur, pour révision, les sociétés civiles de droit commun, chapitre 18.1. Donc, vous y référez si vos souvenirs ne sont plus tout à fait précis. Question 1, quelles sont les activités civiles? Elles sont limitativement énumérées. Il s'agit des activités agricoles, extractives, comme les mines, par exemple, intellectuelles, donc professions artistiques, littéraires. Il s'agit aussi des professions libérales, d'une grande partie des activités immobilières. Référez-vous à la vidéo sur les SCI, Sociétés civiles immobilières, et enfin de certaines coopératives et mutuelles.
Question 2. Quelle est l'étendue de la responsabilité financière des associés d'une société civile, indéfinie et conjointe? Donc, ils peuvent être sollicités, y compris sur leur patrimoine, responsabilité indéfinie ou illimitée, mais proportionnellement à la fraction du capital qu'ils détiennent. Notion de responsabilité conjointe. Question 3. Qui assure la gestion d'une société civile? La société civile est gérée par un ou plusieurs gérants, qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales associées ou non. On les désignera soit à la constitution, dans les statuts ou bien dans un acte séparé des statuts, ou au cours de la vie sociale, par le biais donc d'une décision des associés en assemblée générale, représentant plus de la moitié des parts sociales, sauf clause statutaire contraire. Donc la nomination, révocation du gérant ou des gérants répondent à des conditions de majorité spécifiques par rapport aux autres décisions collectives de la société civile. Nous y reviendrons. Question numéro 4. Quels sont les pouvoirs du ou des gérants dans cette société civile? Leurs responsabilités, peut-on les révoquer? Les pouvoirs, bien vous les connaissez. Entre associés, il va pouvoir accomplir tous les actes de gestion, administration, disposition dans l'intérêt social. Vis-à-vis des tiers, il est le représentant légal, donc il va pouvoir agir au nom et pour le compte de la société. Il y a bien sûr des limites à ces pouvoirs, donc clauses statutaires limitatives de pouvoir d'une part, qui sont inopposables aux tiers, ou encore limitation des pouvoirs du gérant qui ne doivent pas empiéter sur les attributions des autres organes comme les assemblées d'associés. Attention, nous sommes dans une société de personnes, donc les actes du gérant entrant dans l'objet social et seulement cela engageront la société civile. Concernant la responsabilité, au plan civil, le gérant est responsable pour infraction aux lois et règlements, violation des statuts ou faute de gestion. Attention, vis-à-vis des tiers, cette faute de gestion doit être détachable de ses fonctions si l'on souhaite engager une action responsabilité civile personnellement à l'encontre du gérant. Donc, faute d'une particulière gravité incompatible avec ses fonctions sociales. Enfin, dernier point de la question 4, la révocation. Comme pour la nomination, il est révocable à la majorité de 50% plus une des parts détenues par les associés, sauf clause statutaire différente. S'il n'y a pas de juste motif, il peut y avoir versement de dommages et intérêts, mais les statuts peuvent écarter toute indemnisation. Enfin, il est révocable par les tribunaux pour cause légitime. Question numéro 5. Quelle est la majorité pour les décisions prises par les associés d'une société civile? Donc, sauf cas de la nomination, révocation du ou des gérants, la majorité des décisions collectives dans la société civile est fixée dans les statuts. Et dans le silence des statuts, la décision est prise à l'unanimité des associés. Question 6. En quoi consiste le droit d'information des associés d'une société civile? Eh bien, au moins une fois par an, au moins, 2 fois dans la SNC par exemple. Donc ici, dans la société civile, les associés peuvent obtenir au moins une fois par an communication des livres, des documents sociaux et poser par écrit des questions auxquelles on leur répondra sous un mois par écrit. Les organes dirigeants, bien sûr. Question 7. Est-ce qu'un associé de société civile peut librement céder ses parts et est-ce qu'il peut se retirer de la société? Les parts sociales, comme je vous l'ai indiqué dans le corrigé, ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de l'ensemble des associés, sauf si les statuts en disposent autrement. Toutefois, les cessions intrafamiliales, donc plus précisément aux ascendants et descendants du cédant, ne sont pas soumises à agrément, sauf si les statuts en disposent autrement. Sur le retrait, oui, l'associé de la société civile peut se retirer totalement ou partiellement de la société, alors soit dans les conditions déterminées dans le statut, soit à l'unanimité des associés, soit par décision de justice pour juste motif, et l'associé qui se retire a droit au remboursement de ses parts. Question 8. Qu'arrive-t-il si un associé décède dans une société civile? Contrairement à la société en nom collectif, le décès d'un associé dans une société civile, en principe, n'entraîne pas la dissolution de celle-ci, qui va continuer avec les héritiers, légataires,
hein, sauf si les statuts prévoient une autre disposition, par exemple, donc, la nécessité d'agréer ses héritiers ou légataires, de les faire agréer, disons-nous, par les autres associés survivants. Question 9, un commissaire aux comptes est-il obligatoire dans une société civile? La loi Pacte, là, ne s'applique pas, puisque nous ne sommes pas dans une société commerciale par la forme. Donc, toute société civile ayant une activité économique, de production, distribution de richesses, et dépassant donc deux des trois seuils à la clôture d'un exercice, 3 100 000 euros de total bilan, de chiffre d'affaires hors taxe, 1 550 000 euros, donc la moitié, hein, pour bien retenir, de total bilan, 50 salariés. Donc, une société civile à activité économique dépassant deux de ces trois seuils à la clôture d'un exercice au moins doit désigner un commissaire aux comptes. Question 10. Est-ce que le régime des conventions s'applique à la société civile? Eh bien oui, mais uniquement pour les sociétés civiles qui ont une activité économique, comme pour le commissaire aux comptes. La règle étant que le représentant légal ou le commissaire aux comptes, s'il y en a un, de la société civile, qui est une personne morale de droit privé non commerçante à activité économique ici, va présenter à l'organe délibérant, donc l'Assemblée des associés, un rapport sur les conventions passées pardon, directement ou par personne interposée entre la personne morale, donc la société civile, et l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social, donc par exemple un gérant. De même, deuxième champ d'application des conventions réglementées, les conventions passées entre cette personne morale, donc la société civile, et une autre société, dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou DGD, membre du directoire ou du conseil de surveillance, ou encore un actionnaire disposant de plus de 10% des droits de vote, et simultanément, dans la société civile, administrateur ou mandataire social. Donc, dans la société civile, ce sera le gérant. Hein. Voilà, donc l'organe délibérant, l'Assemblée, va statuer sur ce rapport établi donc à cet effet, donc pour approuver ou non les conventions. Si elles ne le sont pas, elles produisent quand même leurs effets, pour rappel, mais une responsabilité peut être engagée, hein, de la part des personnes intéressées par ces conventions. Je vous remercie.